Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui un immense plaisir de recevoir la marraine du e-commerce français, quelque chose comme ça, Catherine Barba. Salut Catherine. Ouais, j'aime bien être une marraine, bonjour. Moi j'aime bien être un parrain, tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Cosa Vostra. Je suis ravi de te voir, Catherine, ça fait un bail, on s'est croisés 1 ou 2 fois, mais on se connaît mal. Et du coup, on va se connaître mieux dans une petite heure, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Non. Mais vous non plus, c'est fou de passer autant de temps à écouter des podcasts. Moi, je trouve ça, c'est vrai, on a une capacité de concentration de moins en moins grande, non? Oui, mais il faut pas être très concentré, c'est tellement passionnant que tu vois, on va s'éclater. Alors, pour pas perdre de temps, déjà, je vais te demander, Catherine, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, je m'appelle Catherine Barba. Moi, j'aime bien dire que je suis la mamie du web. Ah, mais c'est mieux marraine que mamie quand même. J'ai commencé dans des temps immémoriaux, tu vois, dans les années 90, en 96. Je vous rassure, vous avez que l'audio, mais elle a pas du tout une tête de mamie, Catherine. Hein. Oui, les cosmétiques font des miracles. En fait, j'ai commencé dans les années 90, au moment où Internet, je sortais d'école de commerce, et au moment où Internet était vraiment à peine naissant. Ouais. C'était une drôle de e-chose qui sortait de nulle part. Il y avait déjà Amazon qui commençait aux États-Unis, il y avait AOL, c'était des noms, et en France, c'était vraiment le tout début. C'était un hasard? Ouais, c'est un hasard. Mais je crois que c'est un peu ça, la vie, c'est la chance, hein. La chance des belles rencontres. Ouais. Et moi, j'étais en école de commerce, il fallait que je fasse un mémoire de fin d'études. Okay. J'avais aucune idée, j'hésitais entre le business des planches à voile et les paradis fiscaux, tu vois, passionnant comme sujet. Et en fait, je tombe en lisant, je sais pas, Télérama. Il y avait un concours organisé par le syndicat de la presse. C'était l'arrivée d'Internet et son impact sur la lecture de la presse. D'accord. Et je m'étais dit, c'est sympa ce sujet. C'était en 95. Ça m'intéresse beaucoup. Je vais faire des recherches. Et puis, je suis pas à l'abri de gagner le premier prix. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai gagné le premier prix. Parfait. J'en ai fait mon mémoire de fin d'études. Déjà. Et la présidente du jury, c'était ma fée Viviane Pratt, qui dirigeait à l'époque OMD, l'agence média du groupe Omnicom. Très bien. Et elle m'a dit, c'est bien votre machin là sur Internet. Alors nous, nos clients nous demandent énormément de choses. On n'y connaît pas. On ne sait pas très bien comment leur répondre. Tu sais, ils faisaient de l'achat d'espace sur les médias classiques, télé, radio, presse, affichage, mais pas encore sur Internet. Ouais, comme le fait Bass, voilà. Cara, etc. Exactement. Là, c'était en 95 et OMD le faisait déjà. Cara aussi le faisait déjà. Et dans le digital? Voilà. Et donc, elle me dit, non, on veut le faire. Et vous avez l'air d'être un peu débrouillarde. Vous avez fait un mémoire sur Internet. C'est parti. Donc, c'est la chance des rencontres. Donc, t'as dit, tiens, allez, toi, va dans le digital. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. OK. Et donc, elle m'a donné cette chance. Et je me rappelle, comme tous, avec beaucoup de tendresse des premiers moments. Mais c'était un peu en mode... c'est un truc pas très important, on te met là-dessus, ou enfin il y avait un peu occupé le terrain, ou ils avaient beaucoup d'espoir en toi? C'était le tout début. Il y avait beaucoup, je sais pas si c'était en moi, mais tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Okay. Et donc il fallait évangéliser, il fallait expliquer. Si je pose cette question, c'est que j'ai l'impression que dans certains groupes, quand on mettait quelqu'un au digital par moment, notamment dans les groupes de presse, c'était genre une planque, un truc, tiens, vas-y, toi c'est le petit gars du digital, on te met là-dessus. Moi, je sais pas, je sortais d'école, tu vois, je sortais d'école, j'étais toute neuve, donc c'était ni une punition ni une promotion, c'était simplement une opportunité. D'accord. Et donc je faisais le tour de tous les clients de l'agence, de toutes les gens en interne pour commencer en disant, voilà, ceci est un rectangle, ça s'appelle une bannière, on peut cliquer dessus, on peut mettre des couleurs, ça peut clignoter. Voilà, et on découvrait les coûts pour 1000, l'achat d'espace, les portails, et puis ainsi de suite. Et c'était formidable de participer à cette chose naissante. J'avais vraiment l'impression d'être une pionnière. Et à l'époque, je me rappelle, je l'étais, bien sûr, je l'étais. Et je me rappelle qu'à l'époque, je lisais les chroniques de Sibérie.
Cyber comme C-Y-B-E-R, de Jean-Pierre Cloutier, un Canadien. Et donc, je recevais toutes les semaines la cyberlettre de Jean-Pierre Cloutier, qui était écrite en Word, tu vois, et qui racontait dans tel pays, il y a 120 000 internautes maintenant. Oh, c'était formidable. Tiens, il y a un nouvel acteur qui vient d'arriver. Et je l'attendais, je me souviens. Je sais pas si tu ressens ça. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça aujourd'hui? L'impatience avec laquelle t'attends une newsletter, tu vois, ou un podcast. Tu vois, on a parlé. Ah oui, non, c'est clair que sur les podcasts, alors moi, c'est ma grosse passion, tu t'en doutes. Mais c'est vrai que j'ai reçu ici Romain Dessal de Time to Sign Off et plus récemment, on en parlait tout à l'heure, Marc Fiorentino. Ah mais oui, évidemment, la newsletter Mon Financier. Voilà, exactement. Mais Time to Sign Off, c'est une newsletter où je sais que je la lis tous les jours et voilà, ça fonctionne. Mais en effet, il y en a pas beaucoup. Mais on est passé aussi, j'imagine, d'un moment en 1996-97 où l'information n'était pas aussi dense et riche. Enfin, il y en avait pas en nombre autant. Bien sûr. Aujourd'hui, il y en a trop. Bien Donc, sûr. ce qui est intéressant dans le contenu, et ça, c'est un truc que je voudrais aborder avec toi parce que je crois que t'as vraiment compris dans ton histoire depuis ces débuts dans le digital, comment maîtriser ou diffuser du contenu. Mais aujourd'hui, on va sur vraiment la diffusion du bon contenu et comment émerger au milieu de cette espèce d'océan gigantesque. Voilà. Et à l'époque, c'était plus rare, donc t'attendais avec impatience. Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est pareil. Tu vois, c'est toujours l'offre qui fait les ventes. Il y en a toi, que tu attends comme ça aujourd'hui encore? Il y en a encore? Moins, mais c'est vrai, tu citais Marc Fiorentino et Mon Financier que je trouve super, Time to Sign Off aussi, donc c'est vrai, mais c'est parce que ce sont des contenus qui me surprennent. La surprise, c'est très important, tu vois, et qui sont impertinents aussi. J'aime le ton, des sujets qui sont variés. Oui, on avait cette discussion, par exemple, en 2 mots, avec Romain Dessal de Time to Sign Off, qui me disait, par exemple, il n'a pas couvert le jour de la mort de Johnny, parce qu'il considérait que c'était couvert partout et donc la case était cochée, c'était pas son rôle, puisque ça avait été annoncé le matin, tout le monde en avait parlé toute la journée, lui il sort le soir, Time to Sign Off, et il en a pas parlé, et il s'est fait déchirer par tout le monde. Mais il y a un côté, j'assume aussi la différence. Exactement. En fait, il faut sortir du radar, c'est tout l'enjeu, hein. La différenciation, ça a toujours été crucial pour exister dans un univers ultra compétitif, mais aujourd'hui encore plus. C'est quoi mon aspérité? Et donc le fait de faire l'inattendu, c'est un bon. La différenciation, je crois qu'on va prendre un bon cours de différenciation par Catherine Barba. Mais c'est vrai que t'as fait. Je crois que t'as été aussi par la suite, donc e-France, mais avant peut-être d'arriver là-dessus, chez OMD, qu'est-ce que tu as appris sur les débuts du digital? Ça a duré C'était les toutes premières campagnes de pub, tu vois, c'était comment on achète, on a inventé les règles en fait. Comment est-ce qu'on achète de la publicité en ligne? Comment est-ce qu'on mesure? C'est quoi les indicateurs de performance? Mais il y avait personne, ça marchait pas. Ça commençait. Il y avait quelques internautes qui étaient de plus en plus nombreux quand même, tu vois. Donc en 3 ans, ça avait considérablement cru déjà. Et c'est comme ça que je rencontre un des clients chez qui j'avais acheté une grosse campagne de publicité pour Sony à l'époque. C'était le site e-France et je déjeune avec les dirigeants d'e-France. Et à la fin du déjeuner, ils me disent tiens, on cherche un directeur général. Ça te dit pas de venir nous rejoindre? Directement comme ça. Et voilà. Et donc je suis rentrée chez OMD. Je suis allée voir Viviane et j'ai dit je suis désolée parce que je t'aime infiniment. Moi, je suis inaffective, mais c'est mon histoire en fait. Il faut que j'aille travailler chez e-France. Je comprends pas très bien ce qu'ils font, mais c'est ces gens-là avec qui j'ai envie d'aller. C'est la suite de mon histoire. Simoncini, notamment. Voilà. Et donc, Viviane Pratt a voulu rencontrer Marc Simoncini, comme un peu un chaperon pour savoir si c'était une bonne chose. Et à la fin, elle m'a dit, OK, j'ai compris, je comprends, je peux. Vas-y, c'est comme ça. Mais ça s'est fait sur un déjeuner. T'as pas eu d'entretien derrière, c'est direct. Voilà. Incroyable. Moi j'ai beaucoup de chance en fait. Je trouve que j'ai. En fait, tous les gens qui viennent sur le podcast me disent qu'ils ont beaucoup de chance. Mais parce que c'est les rencontres, tu les fabriques pas. En fait, elles s'imposent à toi et c'est ton chemin. Évidemment. Évidemment, mais il y a des gens qui maximisent le nombre de rencontres. C'est-à-dire que déjà là, toi, t'es là. Et je t'en remercie. Et c'est je moi te l'ai dit. Et c'est toi. Mais je veux dire, il y a des gens qui viennent pas. Et en faisant ça, tu rencontres non seulement j'ai la chance de te rencontrer, mais aussi tu rencontres 3000 personnes
personnes qui vont connaître ton parcours, faire un certain nombre de choses, et ça crée, tu le crées tout ça, ce contexte. Je veux dire, il y a des gens qui rencontrent personne, qui n'ont pas envie. Le fait de rencontrer plein de monde et de savoir mieux leur parler, au bout d'un moment, tu maximises ces chances. Je sais pas si c'est le volume qui fait la différence. En fait, c'est en vue de quoi tu fais ces rencontres. Qu'est-ce que tu cherches au fond? Tu vois, quelle est ton ambition? Moi, je te rencontre, j'ai envie d'apprendre des choses de toi. J'ai envie. La curiosité, c'est quelque chose qui me guide beaucoup. J'ai envie de. C'est pour ça que je suis partie vivre aux États-Unis. C'est parce que j'ai envie d'apprendre, de me remettre en cause, de découvrir. C'est ça mon moteur, tu vois. Donc, et après, il y a une dose de générosité, d'enthousiasme que tu partages et puis qui font que les gens se rappellent de toi. Donc, c'est pourquoi tu veux rencontrer des gens. Moi, j'ai eu cette chance, du coup, de rencontrer Marc et puis l'équipe iFrance. Alors, iFrance, reparlons-en, c'était à l'époque, quoi? C'est drôle parce que c'est vraiment le truc qui n'existe plus. Tu as vraiment l'impression de parler des modèles de dinosaures. C'était un hébergeur de pages perso, oui, les pages perso, qui étaient l'ancêtre des blogs, qui, tu vois... On pourrait comparer ça à Medium, finalement, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quelque part, un peu, hein. Exactement. Il y avait du contenu qui était produit donc par les internautes et qu'il fallait monétiser. Sauf que les annonceurs voulaient pas y aller parce que c'était pas des écrins très valorisants pour les marques. Et puis après, il y avait toute la partie abonnement des membres pour bénéficier des services. Soit tu l'avais en gratuit et tu avais de la pub, soit c'était payant et tu n'avais pas de publicité. Donc et l'essentiel du business, c'était du coup l'abonnement. Oui, mais il fallait arriver à monétiser l'audience. C'était à l'époque, iFrance, c'était le 15e plus gros site français en audience. Énorme. Il y avait énormément d'audience. Donc moi, je suis arrivée pour, comme j'arrivais d'OMD, monétiser cette audience, non seulement en France, mais en Espagne, en Italie, en Suisse. Tout le Benelux, je crois. Voilà, Benelux. Et c'était formidable parce que j'avais envie d'apprendre des choses nouvelles. Et t'avais quoi, à peine 25 ans, voilà. comme ça? Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, iFrance a été vendu à Vivendi, qui était Vivendi Universal à l'époque. Tout à fait. Et Jean-Marie Messi, moi-même, maître du monde. Voilà, J6M. C'est ça. Et en fait, et là, ça les plus a été jeunes une chance. nous ont lâchés, hein. Je dis les plus jeunes et ils ne savent pas de qui on parle, mais oui, mais on va vous retrouver, les amis. On revient. Mais ce qui était fou, c'est que comme j'avais des parts dans cette société, c'était un peu mon loto, quoi. Et j'ai gagné de l'argent. Et c'est probablement ça qui m'a donné l'audace, l'envie ou le déclenchement d'entreprendre. Et ça, c'est important à noter parce que dès 2001, t'es rentré chez iFrance, c'est ça à peu près? Non, enfin 2000. 2000. Donc 2000, toutes ces personnes qui t'ont fait rentrer, je cite Marc Simoncini, mais peut-être que t'en as d'autres à citer. Thierry Passemar. Voilà, avaient quand même déjà cette logique assez avant-gardiste de se dire je recrute cette jeune femme qui vient de chez OMD qui a 3 ans d'expérience professionnelle. C'est ça. Et je lui donne des parts. C'est pas si évident que ça déjà aujourd'hui pour beaucoup, mais dans le contexte. Et toi, ça t'a permis de quand même faire un jackpot. Bien sûr. Et surtout, ça m'a donné... tu vois, je me suis souvent posé la question, est-ce que si j'avais rien eu de côté, j'aurais osé à un moment dire j'arrête, je quitte la logique de salarié pour devenir entrepreneur. C'est sûr que c'est un énorme confort parce que je me suis toujours dit si ça marche pas, c'est pas grave, je peux voir venir, je retournerai dans une grosse boîte. Mais je crois que ça a été, tu vois, les deux choses qui ont déclenché mon envie d'entreprendre, c'était à l'évidence ce matelas financier, mais aussi l'exemplarité et de mes mentors, de mes modèles, qui étaient Marc et Thierry en fait, qui m'ont. J'ai découvert pour la première fois. J'avais pas été confrontée beaucoup à des entrepreneurs avant dans ma famille. Il y a plutôt des salariés, des profs. Oui, parce qu'on en a parlé. On en a pas parlé, mais tu viens d'où? Je viens d'où? Moi, je viens d'une famille d'origine espagnole. D'accord. Mes parents, des deux côtés, ils viennent d'un petit village qui s'appelle Villarejo del Valle. C'est un tout petit village dans Castilla y León, entre Madrid et Ávila. Tu as grandi Non, moi j'ai grandi à Paris, mais mes grands-parents venaient de là, des deux côtés. On venait des plus petites maisons de ce tout petit village. Moi, je suis d'une lignée de gens très simples, tu vois, qui possédaient rien du tout. Tu l'es resté? Et oui, bien sûr, je me souviens toujours d'où je viens. Ça, c'est une grande force dans ma vie. Et tu sais, je me dis aussi, je suis d'une famille d'exilés et dans cette famille, on regarde toujours devant. On n'a pas le temps, on ne peut pas intrinsèquement regarder derrière ce qu'on a perdu parce que de toute façon, on n'avait rien. Donc, devant, c'est l'avenir, et le présent et l'avenir, c'est là où les choses se passent. Et j'ai l'impression que c'est inscrit dans mes veines, ça. Tu vois, être quelqu'un du présent et du futur. Donc voilà.
Tu veux que je parle de mes parents un petit peu pour faire une petite pause? Vas-y, c'est intéressant. Je te pose pas toujours la question parce que certaines personnes veulent pas forcément parler de leur... Non, mais moi, j'ai envie de parler d'eux parce que je les emporte tout le temps avec moi partout où je vais. Parce que ils m'ont fait un énorme cadeau. Ils m'ont tricoté un énorme rempart de confiance en moi. C'est vrai. Comment? Ils m'ont transmis quelque chose que j'essaye moi aussi de transmettre à ma fille, et c'est un amour inconditionnel. Tu vois, c'est un amour qui te dit, tu peux te tromper, tu peux faire des trucs pourris, tu peux, mais la personne que tu es, quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. Et ça, ça a l'air un peu poétique, mais c'est une force inouïe. Et moi, c'est ce qui fait que j'entreprends, que je suis dans le camp des doueurs, que je crois pas qu'il y a d'erreur. Nothing is a mistake, there is only make. Parce qu'en fait, j'ai rien à perdre, tu vois. Et ça, c'est vraiment un hommage que je rends à mes parents et que j'essaye maintenant que je suis maman, j'ai une fille de 15 ans. De lui transmettre. S'il y a une seule chose que je veux lui transmettre, c'est ça. C'est la confiance en elle et la curiosité pour le monde. C'est vrai que c'est pas facile, on en parle beaucoup et il y a ce côté un peu, moi j'ai des enfants qui sont un peu plus jeunes, mais ce moment où tu leur dis je vais leur donner de la confiance, mais tu dois aussi les driver. Enfin, tu dois pas trop les driver, mais tu dois quand même un peu les driver. Cette curiosité, la curiosité et la confiance. Moi, c'est vraiment les deux jambes sur lesquelles je marche, tu vois. Et je me dis, moi, toi, t'es pas tes parents. Peut-être dans les gens qui nous écoutent, il y a des parents. Et je me dis, c'est ça notre mission de parents, c'est de transmettre ce gros capital de confiance. Et ça passe juste par le temps que tu passes avec tes enfants. Tu vois, c'est du temps que tu passes. Et puis après, de dire, je sais pas ce que tu feras dans ta vie, mais voilà, libère tes envies, exprime qui tu es, fais des choses, porte ton projet, celui qui te ressemble, et puis essaie, échoue, et puis tu verras. Mais quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Sachant que c'est important, je pense là-dessus, de voir que quand tu as réussi à transmettre ça, le fait de pas avoir ce sentiment d'échec, ou en tout cas d'encaisser cet échec comme un apprentissage dans ta route. Il y a quand même cette c'est facile à dire après, parce que l'échec, c'est jamais marrant. Tu as un projet et ça n'aboutit pas ou ça se passe pas comme tu avais prévu. D'ailleurs, ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Mais c'est bien de se dire, je suis quelqu'un de bien, même si j'ai fait un truc pourri, je suis quand même quelqu'un de bien. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi des choses extraordinaires. Je veux dire, je vais même reprendre Marc Fiorentino ici, pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. Marc, on t'aime. Voilà, mais vraiment aussi d'admiration. Le mec me dit dans ce podcast, j'ai pas réussi ce que je voulais faire. Et à demi-mot, il dit, j'ai pas vraiment réussi. Non, mais sérieux, en fait. Tu vois, tu te dis, et il y a aussi... Il est humble et parce que, mais écoute, je sais pas. Je porte aucun jugement là-dessus. Je veux dire, mais je me dis, il se met une telle pression alors que c'est fantastique, mais vraiment fantastique ce qu'il a fait. Mais bien sûr, et il inspire beaucoup de monde. Beaucoup. J'ai un succès sur cet épisode qui est incroyable. Donc je veux dire, cette approche de se dire, faut pas être satisfait de ce qu'on a fait tout le temps, évidemment, mais il y a aussi ce côté. Donc, moi j'aime bien comme des gens comme Marc qui doutent plutôt que des vaniteux qui sont très contents d'eux. Il y a une autre chose, si je repense, je sais pas si c'est lié à mes parents, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais il y a un truc qui me caractérise beaucoup, c'est que je relativise absolument tout. Je dois être un peu bouddhiste inside, je sais pas. J'oublie jamais que la vie est courte. Tu vois qu'il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses urgentes, il y a des choses formidables, mais tout passe. Les bonnes comme les moins bonnes, ça passe, tu vois. Et j'ai cette conscience hyper aiguë du temps qui passe. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant Giacometti. Je sais pas si tu aimes, tu vois, ces espèces de petites figurines hiératiques. Il y en a certaines qui sont microscopiques. Il y avait une expo récemment au Guggenheim. Et ça me touche parce que elles pourraient n'être rien, ces petites figures, et pourtant elles existent. Et je trouve qu'elles disent avec une infinie poésie la fragilité de notre existence. Et ça, je le ressens, tu vois. Je le ressens et de notre finitude. Et cette conscience de la finitude, je pourrais la vivre comme quelque chose de lourd. Et en fait, non, ça transfigure tous mes actes. Ça rend les choses légères pour moi. Je comprends ce que tu dis et moi, je l'ai appris ça. Je pense que c'était pas du tout dans mon programme initial. C'est-à-dire que j'avais une tendance notamment à m'énerver
potentiellement énormément quand c'est ton côté corse. Ouais, peut-être, mais j'avais un vrai, tu vois, je vivais les choses tellement à fond, et puis aussi un peu en mode un peu que je dois dire que j'ai quitté, mais un peu guerrier, tu vois, ce côté business des années 90-2000 dans lequel nous on a peut-être investissez beaucoup. Ouais, du coup tu as peut-être toujours envie de te battre pour tout, etc. Et ce terme battre, tu vois, même les modes de management, tout ça ont bien changé, et j'en suis très heureux parce que fondamentalement, tu parlais de bouddhisme, de méditation, de choses comme ça, mais tout ça, je pense, sont des choses qui sont venues petit à petit dans ma vie, mais qui font que tu es plus zen et plus efficace. Peut-être parce que tu prends du recul aussi, c'est ça, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui t'apporte ce recul. Moi, je te dis, cette conscience très aiguë du temps qui passe et que finalement, la durée des choses, ce qui compte, c'est de mettre de la densité dans ce que tu fais, tu vois, d'être présent au présent. Mais c'est peut-être plus simple aussi parce que toi, tu as déjà vécu des trucs... Et à la fois, c'est peut-être justement de plus facile à dire, mais des choses extraordinaires en termes de business, parce qu'on va venir sur la suite, mais tu as quand même créé des choses assez fantastiques, revendu des choses assez fantastiques. Je me suis fait plaisir surtout. Ouais, mais du coup, tu as aussi la pression, j'imagine, qui se relâche un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand tu as créé un business ou géré un business comme e-France, puis créé 2-3 autres business, CashSort, Malinea, et puis maintenant mon PepsLab à New York. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, alors tu te mets plus, je déteste ces expressions, je vais pas la dire, j'allais dire la rate au courbouillon, mais non, c'est très moche, mais tu te mets plus de la pression à fond. Ça sert à ça de vieillir, sinon ça sert à rien, je te le dis. Non, mais je m'inquiète pas. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai réalisé des choses qui m'ont fait grandir parce que moi, comme toi, je me réalise dans l'action. J'ai fait des choses qui ont grandi avec moi. J'en ai tiré de l'argent. Après, c'est un cercle vertueux parce que l'argent que j'ai gagné avec les entreprises que j'ai créées, je le réinjecte dans les startups puisque aujourd'hui, c'est une grande partie du temps que je passe. En gros, c'est un tiers de mon temps. J'investis dans les startups. Donc, en tout cas, je parle gros beaucoup. Succès. Hein. On parlait de Céline Lazor tout à l'heure. Litchi, t'étais dedans. J'étais en plus administrateur. C'est top. C'était une tellement belle aventure. Je recommande à tous ceux, un de mes premiers épisodes, deuxième ou troisième, peut-être deuxième, je dirais, Céline Lazor, fantastique. Et en fait, donc tu vois, c'est un cercle vertueux. Donc, mais au-delà de ça, je crois qu'au fond de moi, je me suis toujours dit, d'ailleurs ma fille, elle te dirait, mais maman, elle se fout de tout. C'est pas vrai. C'est simplement que j'ai vraiment beaucoup de recul sur les choses. Et je sais pas comment est-ce qu'on arrive à la voir, même quand on est dans le feu de l'action, de la start-up, parce que c'est le yo-yo émotionnel. Hein, quand tu crées une boîte, tu le sais, quoi. C'est que. Mais c'est ça. Et c'est sûr que c'est plus facile quand c'est un peu derrière et que tu. Mais l'important, c'est d'arriver à avoir dans ta vie des ancrages qui vont faire que tu vas faire descendre la cocotte minute, quoi que tu fasses, même quand tu es au plein cœur de l'action. Et ça peut passer par des choses très simples. Tu vois, moi, il y a une chose importante dans ma vie, c'est ma foi. C'est un truc dont on parle jamais, mais moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Les gens qui me connaissent bien, ils savent ça. Foi. Donc moi, je la vis. Je suis catholique. D'accord, très bien. Et j'adore la messe. Ouais, c'est vrai. Tu vas à la messe tous les dimanches. Ouais, j'essaye. Sauf quand j'ai fait une énorme fête le samedi soir et que je suis trop crevée pour pas y aller. Mais c'est quelque chose qui compte dans ma vie parce que ça permet, si tu veux, on est dans un monde, c'est vrai, on vit une époque formidable. On est sollicité en permanence par tonnes de choses et le monde est là et ça bouillonne de partout. C'est étonnant. Même la manière dont tu le dis, parce que c'est la foi nouvelle génération, dans le sens... alors, tu t'es décrit 3 fois comme vieille, ce qui m'horripile depuis le début de ce podcast. Oui, 45 ans. 45 ans. Ça va. Mais si tu vieillis, on vieillit tous en même temps, mais quand tu dis la foi et la messe, sauf quand je me suis fait une trop grosse soirée la veille, on sent que c'est quand même la foi, c'est pas la foi façon parents très catholique. Oui, mais c'est la vraie foi, foi moderne, en fait. Il y en a pas d'autres, en fait. La foi, c'est authentique. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'apporte de la joie, peut-être aussi ce détachement, tu vois. Ouais, en fait, enfin de toujours, je sais pas, mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, on est quand même dans un monde où on est ultra sollicité de partout. Ouais. Tu sais, on est tous sur les réseaux sociaux, fear of missing out, le FOMO, on est malade de ça, on est assailli par un flot d'images et c'est formidable, tu vois, parce que ça peut te nourrir et ça nourrit ta curiosité, ça nourrit ta créativité, mais du coup, il y a des moments où il faut réussir à quitter cette surface pour descendre à l'intérieur de toi. Tu vois, des moments qui sont indispensables, que tu sois entrepreneur, investisseur ou quel que soit ton boulot, en fait. C'est à quel moment tu reconnectes avec ton intériorité.
Tu vois, à quel moment tu vas dans ce lieu qui est en toi et qui est plein de silence et qui est plein de paix et qui te rappelle après quoi tu cours, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et moi, c'est ma foi qui me donne ça. C'est aussi, et c'est dans ça qu'on se rejoint beaucoup, c'est la Corse. Ouais. La Corse, moi, j'ai épousé un Corse. Le truc de dingue, tu sais. Arnaud, on embrasse. Ouais. On l'embrasse, évidemment. Il aussi, je l'emporte partout. Mais moi, ça me permet de pratiquer cette espèce de spéléologie salvatrice, tu vois. Ça, je redescends au fond de moi. T'es devant un paysage magnifique, des montagnes qui tombent dans la mer. Tu vois ce coucher de soleil. T'as fait une oursinade avec tes voisins. T'as bu du bon vin blanc. Et puis, waouh, tu te dis, c'est chouette. Quoi, ça fait du bien, tu vois. Alors, je dois te dire que le rare moment où je suis reconnecté avec la religion, et si tous ceux qui peuvent vivre ça, tu vas à Zalana, au-dessus du petit village de Talonne en Corse, le 15 août, dans la toute petite église qui est une chapelle, je sais pas si... qui est ouverte, je pense, une fois par an pour l'occasion, juste du 15 août, parce qu'il faut savoir que le 15 août en Corse, on rigole pas, c'est la fête nationale. Ah non, là, et il y a toutes ces chanteurs polyphoniques qui te font un truc. Je vais te dire, quand t'écoutes ça et que ça résonne dans toute la vallée et que tu vois ça, t'as envie de... T'as la chair de poule déjà. T'as la chair de poule et t'as envie tu te dis, je vais retourner à la messe tous les dimanches. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, c'est un gros retour aussi de l'introspection. Certains le voient avec je parlais de méditation, d'autres le voient avec chacun leur religion. En fait, c'est reconnecter avec la profondeur de son humanité. C'est reconnecter avec la vérité de ton humanité. C'est très apaisant. Tu vois, tu peux le faire à travers l'art aussi. Ouais. Tu peux aller te faire une séance de 2 heures au musée, tu t'assois devant un beau tableau où tu regardes Giacometti, mais c'est indispensable. Et je trouve qu'on est des gens complets quand on arrive en tout cas, les entrepreneurs que nous sommes, tu vois, tu te réalises dans l'action et moi, je suis un zébulon et j'adore porter 5 projets en même temps, mais je le fais avec recul et avec joie parce que j'oublie pas d'aller inspecter ces zones de ma vie qui sont plus intérieures. Et je dis toujours à ma fille, tu sais, vivre, c'est pas juste maintenir ton corps en vie, c'est fait grandir cette dimension intérieure qu'il y a en toi. Et ça n'a pas été un contre-coup d'une intensité sur 10-15 ans, c'est un truc que tu as toujours gardé et suivi. Il n'y a pas un moment où tu as lâché complètement la foi? Non, si, bien sûr, si. Il y a des moments où tu te poses des questions, tu vois, quand tu vis des épreuves et des choses difficiles, la question du sens, elle te revient en pleine figure, quoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi un enfant souffre? Pourquoi? Oui, mais aussi de temps en temps, tu le mets juste de côté parce que t'as pas le temps, quoi. Ouais, mais moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite et j'ai envie de témoigner. Peut-être ça sera mon prochain boulot. J'ai envie de faire des choses autour de ma foi et surtout parce que c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie. Alors après, moi je suis ravi d'entendre ce genre de témoignage. J'en parlais avec Marc du coup pour sur l'un des derniers épisodes, et je disais que c'était difficile à assumer ce passé de Golden Boy totalement assumé. Et lui il l'assume et il y a pas de souci. Et je trouve que c'est aussi potentiellement dans le monde dans lequel on est, la foi et en particulier la foi catholique qui est pas trop en mode et en vogue à la mode et en vogue. Mais c'est dommage parce que c'est peut-être que peu assume en tout cas dans notre métier. Ouais, ça c'est bien. C'est bien. Voilà, non mais voilà, on a fait le petit quart d'heure de foi. En tout cas, au-delà de la foi, parce que c'est pas la peine de faire du prosélytisme, c'est simplement le sens. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassemble tous, parce qu'on est tous on cherche tous à innover et on cherche tous le sens. Et le retour vers soi aussi, l'introspection. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Faites-vous du bien et comprenez-vous. Attends, tu sais, je finis avec ça parce que c'est assez marrant. Donc, je fais énormément de conférences sur la transformation numérique, notamment du retail, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je finissais toutes mes conférences avec Mère Teresa. C'est quand même assez, tu vois, et je vais finir avec cette citation pour moi, la championne de la transformation, parce qu'elle a tout compris finalement à ce qui est essentiel. Elle dit cette phrase qui est très belle, elle dit « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Et je me dis, si tu as ça à cœur, tu vois, et qu'après, tu fais grandir ta culture numérique, entrepreneuriale, client, mais forcément, tu es bien armé pour te transformer. Mais je réalise à quel point je témoigne, tu vois, même à travers, je me fais comme ça, je me glisse des petites citations de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Enfin voilà, je réalise que ça fait partie de ma vie. Mais je trouve ça très émouvant. Et ça te va très bien parce que je trouve que tu as ce côté rayonnante que tu
qu'on voit bien dans tes conférences, dans tes vidéos, dans certaines choses, mais qu'on voit aussi quand tu rentres dans ces bureaux tout à l'heure, quand tu es en face de moi tout de suite, il y a ce côté où on sent que tout ça te tient à cœur. Et c'est, alors, je prends aussi beaucoup de drogue, il faut le savoir. Oui, elle est complètement non, mais alors, des drogues légales, je vais vous dire. Non, mais tu sais, souvent, les gens, ils m'écoutent et je vois bien dans leur regard, ils se disent, mais cette nana, mais d'où... Déjà, ils plaignent mon mari, tu vois, du genre, le pauvre, il doit être fatigué. Non, et en fait... J'étais sur un truc, attends, j'étais pas en train de me moquer de toi, non, mais je sais. Non, mais c'est pour ça que je suis toujours parano sur les compliments. Mais je dois dire quand même que il en faut de l'énergie pour transformer le monde, pour mettre les choses en mouvement, pour se transformer soi-même. Et donc, la foi, c'est bien, mais parfois, il faut des petits champignons. Et en fait, c'est tout à fait légal. À un moment, j'étais le chantre de l'élixir du Suédois, qui était une espèce de breuvage immonde. Tu vois, on aurait dit une espèce de, ça s'appelle comme ça parce que ça a été redécouvert par un site. Non, ce sont des 144 herbes hyper amères. On aurait dit qui ont été mâchées par des bonzes du Népal. Et c'est dégoûtant. Mais en fait, ça me donnait pas mal d'énergie, tu vois, et j'en prenais tous les matins. Mon mari disait 1 cuillère, s'il te plaît, pas plus, ça. Et en fait, j'ai changé. Maintenant, je suis passée à une nouvelle drogue qui s'appelle le moringa. D'accord. Tu sais, je teste, en fait. Donc, c'est une espèce d'herbe pilée, une espèce de poudre verte que tu verses dans tes smoothies ou tes yaourts et qui donne la patate. Donc voilà, je prends aussi. Je crois que tu l'aurais pas si tu avais pas cette. Je sais pas, j'aime bien tester. peut-être pas. Mais voilà. Pour revenir sur alors Cash Store que tu as créé en c'était génial. 2004. Donc c'est du cashback. C'était le cashback. Alors j'ai fait une erreur incroyable, c'est que j'ai utilisé donc le cashback, ça fait peur, quoi. C'est un mot, on a l'impression que c'est un film avec De Niro, tu sais. Non, c'est pas. Dis-toi, Catherine, que ma mère écoute ce podcast et qu'il faut lui expliquer des choses. Tout à l'heure, t'es passé sur FOMO, par exemple. J'ai pas pris. Fear of missing out. La peur de louper quelque chose. Voilà. Et donc le cashback, c'est j'achète quelque chose et je reçois de l'argent. Voilà. Alors ça a un côté un peu magique. Voilà, quelle est donc cette magie? Alors tu reçois pas autant que ce que tu as dépensé, quand même. Hélas, voilà. Non, ça résoudrait bien des problèmes, mais en fait c'est plus, ça n'a rien de magique, c'est simplement un système de, quand tu es commissionné comme apporteur d'affaires, ce qui était le business de Cash Store. Moi j'étais partenaire de tous les sites e-commerce de l'époque. On les fini, il y en avait 10 000 à l'époque, oulala. Et je sais pas combien il y a de sites e-commerce aujourd'hui. Et il faudrait demander à la FEVAD. Ouais. Mais j'étais partenaire de tous ces sites e-commerce et la promesse, c'était de dire, je vais vous apporter des nouveaux clients parce que à chaque fois que les gens vont venir sur mon portail Cash Store et ensuite aller chez vous, eh bien, vous me commissionnerez comme apporteur d'affaires. Et moi, au lieu de garder cette commission à 100%, je la partageais avec l'acheteur. Donc, c'est assez vertueux puisque le client, donc le site marchand faisait une vente. Moi, je gagnais une commission et l'acheteur gagnait des sous. Ce qui était, sur le principe, était très intéressant. Mais c'est le principe pour ceux qui ont écouté pas mal ce podcast de ce dont je parle sur un épisode avec Jean-Yves Bernard qui a créé un super cashback qui s'appelle Capital Koala, qui renvoie le cashback pas vers toi mais vers tes enfants. Oui, c'est bien. C'était ce qui c'était ça qui avait inspiré en fait la création de Cash Store à l'époque, au début des années 2000. C'était You Promise, un truc américain on avait entendu parler avec mes associés. C'était tout l'argent quand tu fais des achats, il y a une partie du montant qui est déposé sur un compte rémunéré pour payer les études universitaires de tes enfants, qui aux États-Unis est particulièrement crucial parce que ça coûte une blinde de $100,000 par an minimum. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne idée que t'achètes et puis et ce qui me paraissait une bonne idée, c'était que ça allait encourager l'achat en ligne. Tu vois, c'était pour moi un levier à une époque où il faut se replacer dans ces temps immémoriaux. On avait peur d'acheter en ligne. Remarque, ceci dit, les sujets de cybercriminalité reviennent bien à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus, les gens avaient peur de mettre leur carte bancaire en ligne. Et je m'étais dit, ça pourrait peut-être lever. C'est quoi le contexte? Pourquoi tu crées ça? Avec qui? Comment? J'avais eu beaucoup de clients e-commerce quand j'étais chez OMD et après chez eFrance. Tu vois, à l'époque, des gens même qui sont demandés à la page. Il y a la Redoute qui était déjà là à l'époque. Parce que c'est ta première boîte, faut le dire, c'est important. C'est la première boîte que tu montes toute seule. Exactement. Ouais. Et après avoir vu des entrepreneurs remarquables, je me suis dit pourquoi pas moi, je me jette à l'eau. D'ailleurs, je me disais juste, c'est pas une option, c'est une nécessité. Tout le monde pouvait me dire, c'est hyper compliqué, tu vas galérer. En plus, c'était après la crise de 2000, c'était compliqué d'aller voir une banque pour dire j'ouvre un site de recontextualiser. En 2004-2005, t'étais pestiféré, quoi. C'était vraiment, t'étais complètement inconscient. J'en parle
parle dans d'autres épisodes, mais on voulait même pas t'ouvrir un compte en banque. Ben non. C'était compliqué. Et puis on me disait, fouillou, va falloir que tu trouves un commissaire au compte, fouillou, un comptable. Enfin, tout avait l'air compliqué. Et moi, j'entendais, tu sais, c'est souvent quand t'as envie profondément de faire quelque chose, on a beau t'apporter tous les arguments pour te décourager, tu dis, je m'en fous, c'est mon histoire. Et donc, j'écoutais, je me disais, oh là là, oui, ça va être compliqué. J'avais minimisé le truc parce que à l'époque, mon mari créait aussi sa boîte, Believe, et on avait un bébé. Voilà. Donc, si tu veux, je conseille à personne. Je sais pas par quel miracle on est passé à travers les gouttes du divorce, mais c'était compliqué parce que tu crées ta boîte, ton mari crée ta boîte. Et donc les Lemeurs, on fait ça, Géraldine et Loïc, on en parle, mais c'est un... Et c'est compliqué, et tu vois, et ça, c'est une grande, c'est pas une fierté, mais c'est une belle satisfaction. C'est, je me dis, j'ai créé des entreprises qui étaient à ma mesure et qui étaient pas des succès flamboyants, que j'ai vendu des centaines de millions d'euros, mais j'ai préservé cette chose qui est un socle de ma vie, c'est ma famille. Et c'est pas facile du tout, tu vois, mais j'ai réussi à équilibrer ces deux. Et ça, c'est, waouh, je suis contente. Pourvu que ça dure, c'est jamais gagné. Il faut arroser son jardin tous les jours. Mais en tout cas, quand moi j'ai créé Cash Store, le contexte, c'est que l'e-commerce, ça n'existait quasiment pas, que les startups, c'était pas la fête, et qu'en plus je venais de me marier, d'avoir un bébé, et que mon mari créait sa boîte. Donc le cauchemar, le truc de, j'habitais à Château-Rouge et j'allais au boulot à Château-d'Eau, et je disais la startup, c'est la vie de château. Rue chez Mediatrack, t'étais non J'étais hébergée, chez Florian. Comment s'appelle avec Richard Strull qu'on a eu ici aussi. Je crois voilà. Dis donc, c'est fou, c'est une espèce de Madeleine de Proust cet échange. Et je me rappelle tous les matins, je soulevais, c'est pour ça que je suis hyper musclée, voilà, l'espèce de truc en métal. D'accord, t'arrives à la première. La lumière, ouais, bien sûr. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, m'ont dit mes parents. C'est vrai, tu te lèves tôt. Très. C'est vrai. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil en fait. Quelle heure? Je sais pas, 6h30. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. C'est pénible. Mais ça va. Donc voilà, c'était cette époque-là. Et puis. Tu fais ça toute seule? Non, t'as des associés? J'ai des associés, parce que tu sais, tu fais jamais rien tout seul, mais qui sont tous en poste dans des boîtes. Donc, moi, je suis un peu la seule sur l'opérationnel, et puis tu recrutes des gens super qui démissionnent de grandes boîtes pour venir te rejoindre, et puis à un moment quand tu vois que sur ton business plan, ton Excel, tu voyais quand même que les revenus étaient censés aller beaucoup plus vite vers le haut. Par contre, les charges, elles étaient pas si importantes que tu avais prévu. Enfin, elles sont beaucoup plus importantes que ce que tu avais prévu. C'est dur, quoi. Et puis surtout, moi, j'avais à l'époque, j'avais pas de board. Tu vois, ça c'est un truc, si je le refaisais, j'aurais tout de suite un board qui me permettrait de faire une photographie de ce que je fais tous les mois, tu vois, et d'être entourée de gens qui voilà, j'ai appris en le faisant. J'ai merdé plein de choses avec Cash Store parce que j'avais sous-estimé une chose essentielle quand tu crées du B2C, c'est l'importance de la marque. J'avais pas compris qu'il fallait de façon impérative investir pour créer une marque, tu vois. J'aurais dû lever 10 millions d'euros pour faire parler, pour rassurer, parce que pour créer la confiance, surtout quand tu es sur un sujet aussi sensible que l'argent. Ouais, sur du grand public. Voilà, donc moi je me disais mais non, le bouche à oreille va faire tout. Je m'étais du coup improvisée super forte en RP parce que comme j'avais pas beaucoup d'argent pour avoir un coût d'acquisition élevé, je trouvais tous les moyens possibles gratuits, et notamment ça rend ingénieux quand on n'a pas de sous. Et donc on faisait plein d'émissions télé, tu es sur France 2, enfin la télé à l'époque c'était très gros. Ouais. Et tu t'es mis aussi à écrire du contenu, à produire, à te retrouver dans des émissions presque sur lesquelles tu chroniquais, en tout cas. Bien sûr. Oui, j'étais une bonne cliente, tu sais. En fait, ils disaient, Barba, c'est sympa, on va passer un bon moment. Et puis, ça me donnait l'occasion de parler de ma boîte, ça me donnait l'occasion d'aller recruter des gens. Complètement drogué, perché, complètement ouais, c'est quoi son élixir du suédois, là? Attends, elle va te parler de Dieu, elle va te chanter un petit chant de messe et de paf. Ouais. Mais en fait, c'était important. J'ai découvert l'importance des RP. J'ai découvert aussi qu'on pouvait pas créer une marque comme ça par bouche à oreille. Et sur ce point des RP, est-ce que tu as cassé un bout de code? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager? Parce que c'est quand même hyper compliqué, quoi. Alors, je sais pas si tu as des comment
Une seule chose que je peux te dire, c'est que ça m'a fait découvrir, mais c'est une règle de vie, c'est que si tu veux recevoir, il faut donner d'abord. Et j'ai compris qu'il fallait, si je voulais avoir une couverture par la presse tech, économique ou les grands médias téloches, il fallait que j'ai quelque chose à leur donner. Et donc, je faisais des enquêtes. J'étais la spécialiste des enquêtes. L'enquête sur le e-commerce à Noël, l'enquête sur ceci. D'accord. Et c'était un bon moyen. Tu les faisais toute seule ou tu les faisais... Ouais. D'accord. En fait, mais moi, à la base, je suis littéraire. En fait, j'ai fait Hippocagne-Cagne, je préparais Normal Sup. J'aime bien écrire, ça. C'est aussi pour ça que j'ai écrit 2020, la fin du e-commerce, le magasin n'est pas mort. Il y a que des trucs sur la mort, c'est très très bizarre. La nécrologie de. Non, mais tu vois, et donc ça, c'est un truc que j'ai écrit et c'est souvent un très bon moyen pour. Donc voilà, si tu veux recevoir, commence par donner. C'est une bonne. C'est un très bon conseil. C'est une bonne chose. Et puis je me rendais compte aussi que voilà, mais ça c'était plus quand je voulais aller chercher des clients, des partenaires marchands à l'époque. Tu vois, je disais bonjour la Fnac, je suis Cash Store, personne me connaissait. Du coup, j'avais trouvé une astuce qui était de l'objet de mes mails qui marchait toujours 100% de taux d'ouverture, c'était demande d'interview. Alors, c'est un peu bidon, j'avoue, je suis un peu honteuse, mais je disais, voilà, je voudrais vous interviewer parce que je voudrais comprendre vos besoins. Ça me prendra 10 minutes. Et souvent, le demande d'interview, bah, ça marche parce que les gens aiment bien qu'on parle. C'est là où je t'ai pas encore expliqué, mais je t'ai fait venir ici parce que j'ai un truc à te vendre. C'est ça. Et tu m'as dit, demande d'interview. Voilà. Tu vois, donc, en fait, c'est fou. L'ego, c'est terrible. Et surtout, donc, et ce qui marchait aussi au-delà de cette approche demande d'interview, c'était la ténacité parce que moi aussi, je me rends compte, mais peut-être toi c'est pareil, c'est quand tu as un flot d'emails tous les jours, des centaines de messages, ça arrive de passer à côté de certains messages, mais c'est plutôt bien parce que quand je reçois pour la deuxième, troisième fois un mail de quelqu'un, c'est que vraiment, et là je parle avec ma casquette d'investisseur, ça veut dire que les gens, ils veulent pas juste de l'argent et tiens, by the way, je vais demander à Catherine, mais c'est pour moi. Et donc, c'est bien de répéter, de harceler finalement. J'ai 2 remarques à te faire là-dessus. C'est très intéressant. En plus, après, on n'a plus que 10 minutes, donc je vais accélérer, je sais. Synthétique, je te dis pas. Ces 2 remarques, elles sont importantes parce que une remarque sur l'orga, je vais commencer par l'autre. Kim Aventure, donc le fonds d'investissement Xavier Niel, a récemment supprimé de son site internet le formulaire de propositions si tu voulais te faire financer par Kima. Et en gros, l'idée c'était de dire ok, en fait on en reçoit trop, du coup on n'arrive pas bien à les trier. Donc en fait on part du principe que c'est exactement ce que tu disais, si tu veux vraiment qu'on te finance, trouve un moyen de nous contacter. Ce sera déjà une première barrière qu'on t'aura imposée, que tu auras pu franchir. Non, mais c'est très bien. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, surtout, ne pas hésiter à revenir, tu vois. Mais moi, j'aime bien l'idée de relancer les gens. Et donc, j'étais passée maître dans l'art de la relance. C'est bonjour, c'est encore moi. Excusez. Et je suis entrepreneur, vous feriez la même chose à ma place. Pardonnez-moi de revenir à la charge. Et à la fin, les gens disaient, non, mais qu'est-ce que vous avez à nous vendre? Dites-le, mais arrêtez de nous écrire, quoi. Mais et du coup, alors aujourd'hui, il y a un problème, c'est que le marketing automation a un peu poussé ça. Bon, alors il y a des gens qui s'en servent très bien, mais le problème, c'est que quand tu es de l'autre côté, ce que me crée un petit peu ce podcast, c'est-à-dire que je reçois beaucoup de sollicitations, et moi, je suis pas programmé non plus pour ne pas répondre. Et du coup, alors déjà, j'ai Donc tu passes beaucoup de temps dans tes journées à répondre aux mails. Trop, en fait. Alors que pourtant, il y a des mails où j'ai rien demandé. Entre guillemets, et c'est compliqué parce que réponds pas. C'est terrible, hein, mais il y a un moment, choisir, c'est renoncer. Il y a un moment, ta vie, elle dure pas longtemps, et tes journées non plus. Donc c'est pas manquer de respect pour les gens, tu vois, mais il y a un moment, ça va pas aboutir, donc et si t'en as beaucoup trop, les gens seront indulgents, ils sauront que tu peux ne pas répondre. Je me dis, ils diront que tu vois, en plus, il y en a un qui nous fout la pression là-dessus. Mais alors, c'est qui des noms? C'est le grand patron des entrepreneurs français, c'est Xavier Niel. Il répond, et je l'ai testé, puisque évidemment, je l'ai invité sur ce podcast. Il m'a dit non, mais je vais continuer. Il m'a dit, et dis-lui que tu peux le faire en 10 minutes. Tous ces emails. Non, je dis à tout le monde que je veux 90 minutes. Mais... Non, mais c'est voilà, cette ténacité-là, elle est là. Ouais, c'est vachement bien. Moi, j'arrive pas. Je suis pas encore. Je suis très désorganisée en fait. Mais sinon, attends, je voulais te dire un truc sur les mails. Voilà, il y a un truc aussi. Moi, je reçois de plus en plus de messages d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui cherchent des fonds.
Et il y a un truc qui me marque, c'est que, donc effectivement, j'ai tendance à répondre à ceux qui reviennent à la charge plus d'une fois, tu vois. J'ai tendance à répondre à ceux qui écrivent des mails le plus synthétiques possible. Ouais. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est si tu veux vendre quelque chose par écrit à quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, essaye de faire l'exercice. Tu fais ton premier jet d'email, puis après tu le réécris en enlevant 2 phrases et encore 3, et au final ça fait 5 lignes. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir une conversion, et après tu fais un lien vers ton deck peut-être, mais fais 5 lignes. Et moi les mails que je reçois qui sont super longs, oui, c'est et en parlant, je dirais, si je puis ajouter ça, un peu de la personne à qui t'écris, c'est-à-dire si tu ne parles que de toi tout le temps, si tu peux lui écrire pourquoi tu lui écris, entre guillemets, et ce qu'elle pourrait vraiment t'apporter. Tu vois, ce mail que tu reçois qui a été envoyé à 40 personnes, il est quand même un peu chiant aussi, je trouve. Oui, je sais pas. Bien sûr. Non, mais ça marche pas. Donc, pour aller vite, t'as créé donc Cashstore en 2004 et Malinéa en 2005. Alors je vais te raconter parce que ce qui s'est passé, c'est que donc mon business model de cashback qui consistait à je gagnais de l'argent sur les ventes générées chez les sites e-commerce, dans le monde entier. Voilà. Et alors moi, comme j'avais pas fait de publicité, personne connaissait la marque et on parlait d'argent en France et c'était un peu compliqué. Si tu veux, j'ai fini par rassembler péniblement, mais certainement 500 000 utilisateurs, un demi-million de membres, ce qui, avec un coût d'AC 0, était plutôt un exploit. Mais qui le fait est que comment il y avait un taux d'usage fort. Oui, enfin c'est comme toujours. Hein, t'avais des gens t'avais 10% qui étaient des heavy users et puis les autres un peu moins. Mais en plus c'était compliqué. Je les remercie encore, les utilisateurs de Cashstore. Moi-même, je n'utilisais pas mon service tellement c'était compliqué. Mais si tu veux, j'ai assez vite réalisé qu'il y avait un vice de forme dans mon modèle économique. C'est que j'envoyais un trafic certain vers les sites e-commerce, mais j'étais rémunérée que quand ce trafic convertissait en vente. Sauf que le taux de conversion sur les sites e-commerce était dégueulasse. Tu vois, c'était moins d'1%. Je sais pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Alors, donc, tu leur crées de la notoriété, justement. En tout cas, je m'empêchais de gagner décemment ma vie puisque j'envoyais du trafic, mais je ne gagnais de l'argent que sur les ventes. Et donc, dans une nuit d'angoisse, j'ai eu l'idée de créer une autre activité qui était comment améliorer la conversion des sites e-commerce. Dans une nuit d'angoisse. Parce que, bah oui, forcément, t'en as plein quand t'es entrepreneur. Hein, et c'est normal, c'est bien. Ça fait partie du jeu. Mais enfin, c'est bien, non, c'est pas bien, mais ça fait partie de l'aventure. Et donc, je me suis dit, mais je vais donc créer cette activité où je vais aider les sites e-commerce à améliorer leur taux de conversion parce que comme ça fera augmenter mes revenus de Cashstore et ça me donnera une nouvelle source de revenus. Et ça a marché. Et donc, j'ai commencé à avoir 1, 2, 3, 5, 10 clients là-dessus et j'ai recruté des équipes spécifiquement sur la conversion des sites e-commerce. Après, j'ai réalisé que le problème de la conversion des sites e-commerce. Donc là, tu avais créé une deuxième structure. Voilà, c'est Malinéa, c'était l'activité de conseil sur l'e-commerce et qui a évolué assez vite en fonction des besoins du marché. Ça aussi, c'est un bon enseignement, c'est que tu pivotes en fonction des attentes de tes clients. Et c'était du conseil. T'es payé au jour homme ou t'avais tu faisais des missions. T'avais des success fees quand même si jamais t'arrivais à faire de la conversion ou de l'augmentation de business. Non, parce que je me disais si votre offre n'est pas bonne, votre positionnement prix n'est pas bon, c'est pas moi, je vais pas m'engager sur des paramètres que je maîtrise pas. Donc en revanche, je me suis rendu compte, t'as raison, que c'était des choses indispensables pour convertir. Et donc je suis passée de conseiller les sites e-commerce sur mathématiquement, enfin, tu vois, la conversion à est-ce que je peux mieux scénariser ma proposition de valeur et donc comment est-ce que mon site, je peux mieux travailler le wording, je peux mieux travailler ma promesse, pourquoi est-ce qu'elle est pas vendeuse, donc et puis après je me suis rendu compte que c'était l'époque où il y avait de moins en moins de pure players et de plus en plus d'acteurs traditionnels qui arrivaient à l'e-commerce et je me rendais compte que c'était pas leur culture. Donc après je me suis mise à mettre une troisième couche qui était je vais vous faire de la formation au digital, donc aux équipes dirigeantes. Parce que c'est aussi votre culture. Plus vous aurez une culture de ce qui n'est pas vous, et plus vous ferez des bons sites, et plus ils convertiront. Donc en fait, j'ai construit comme ça par briques la proposition de valeur en même temps. Voilà. Et c'est là où il y a eu deux équipes différentes. Et que t'as vendu 5 ans toutes les deux après leur création. C'est ça. À peu près. Voilà. Mais comment t'organisais ton emploi du temps? C'était hyper compliqué. Je pense que j'étais un cauchemar pour tout le monde parce que j'étais disponible à rien, quoi. Et puis il y avait aussi ma famille et ma fille et tout, tu vois. Non, mais je sais pas, j'étais Shiva, quoi. Mais non, et puis à un moment, il y a eu un conflit d'intérêts parce qu'effectivement, je pouvais plus faire les deux en même temps. Et puis après, c'est toujours la chance. À un moment, tu trouves un acquéreur pour l'un et puis un acquéreur pour l'autre. T'avais levé sur cette boîte?
Non, j'avais fait, en fait, c'était des business angels pour l'un, et puis l'autre, il n'y avait pas besoin, parce que le conseil, j'avais des clients, et les clients venaient couvrir mes charges. Et du coup, c'était un peu un travail d'équilibriste, et donc, coup sur coup, j'ai vendu les deux. Donc, Cash Store à Plebicom, voilà, qui faisait eBay Club, tu vois, qui était le leader du cashback à l'époque, et Malinea à vente privée, parce que ce qui était intéressant, c'est que ce qui est surprenant que Vente Privée achète un acteur du conseil. Pas tant que ça, parce que en fait, la logique était la suivante, c'est que 365 jours dans l'année, il y a que 2 jours où les marques faisaient des flash sales, des ventes sur Vente Privée, et puis pendant 363 jours, il fallait bien qu'ils fassent vivre aussi leur e-commerce. Et la logique des fondateurs, c'était de dire, on va faire un Vente Privée conseil, parce que pour le reste, et on va s'appuyer sur tous les assets de Vente Privée, tu vois, le service client, l'IT, la logistique, le shooting catalogue, pour proposer ça à nos petits clients. Donc, sur le papier, c'était génial. Et tu as dû rester sur les 2 business un peu après? Oui. Donc, non, pas l'un. L'un, j'ai vendu juste le fonds de commerce, et l'autre, je suis restée. Et c'était une expérience difficile, parce que c'était pas mon histoire, en fait. J'avais vendu pour les mauvaises raisons. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai, mais c'est plus facile de le dire après. Hein. J'avais vendu parce que j'avais peur. J'avais eu peur, tu vois, c'était il y avait eu la crise de 2008 qui était passée par là, il y avait beaucoup de turbulences pour les petites boîtes. C'était moi qui faisait rentrer le chiffre d'affaires quand même, hein. Enfin, beaucoup d'instituts personnels, Donc je me disais, la payroll, elle est assez lourde, et tu te souviens combien c'était? Non, mais ce que je me disais, c'est que je me disais surtout que quand je vais être sous le chapeau géant de vente privée, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller solliciter des marques et d'aller vendre des contrats. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Si tu sais vendre, tu sais vendre. Tu vois, même si tu t'appelles Malinea et que personne te connaît. Donc, j'avais peur de pas pouvoir continuer à croître. Et ça, c'est très mauvaise conseillère, la peur. Et puis, j'ai vendu par ego, évidemment. Tu dis des gens aussi prestigieux, aussi talentueux que Vente Privée qui s'intéressent à toi. Ah, génial. En fait, c'est pas, il faut pas céder à ça. Donc, je me suis rendu compte que j'étais profondément, intrinsèquement entrepreneur, et que mon histoire, c'était de faire les choses chez moi, quoi. On a abordé plein de choses sur ce podcast, du coup, je vais devoir te laisser très vite, mais je voudrais rester 5 minutes encore. Merci, tu m'octroies ça. Je vais me faire tuer. Mais je voudrais juste te demander 2 choses, parce que, alors, déjà, ton actu aujourd'hui, et après, un petit peu de vision du e-commerce. Ou avant, commençons même. C'est-à-dire que si moi je dois commencer, si demain je me lance dans du e-commerce au sens large, dans quoi tu me conseillerais de me lancer? Est-ce que c'est une question piège d'ailleurs ou pas? Ouais, c'est pas une question. En fait, tu te lances pas dans l'e-commerce aujourd'hui. T'as identifié un besoin qui est pas adressé ou mal adressé. Toi, t'as tous les talents, et c'est le bon moment pour toi de lancer ce nouveau produit, ce nouveau service. Donc, tu vas regarder quels sont tes canaux de distribution. Évidemment, tu vas avoir un ancrage digital avec un site, avec sa version mobile, avec sa version peut-être appli. Tu vas vendre avec les réseaux sociaux. Tu vas bien travailler ta communauté sur Instagram notamment. Et puis après, tu vas t'interroger sur ta distribution physique. Est-ce que tu vas faire des partenariats avec des distributeurs? Est-ce que tu vas créer des magasins en propre, des pop-up stores? Bien faire attention à la marge là-dessus, parce que les bien sûr, mais aujourd'hui, tu te poses pas la question de je vais faire un e-commerce. Tu as juste un produit, un service à vendre, et tu vas trouver toute la distribution qui va avec. Et aujourd'hui, on a bien compris que l'un n'allait pas sans l'autre, le physique n'allait pas sans le numérique, et que tout l'enjeu, c'était d'embrasser tes clients et de leur donner à la fois la meilleure value for money, quoi. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est que donc aujourd'hui, je suis aux États-Unis depuis 3 ans et demi. Donc, je te raconte en 2 mots ce que j'y fais. Donc, pourquoi je suis partie? Parce qu'en fait, j'avais envie de me mettre un peu. J'arrêtais pas de dire à tout le monde, sortez de votre zone de confort, faites des choses nouvelles. C'est comme ça qu'on se réinvente. Je me le suis appliqué à moi-même. Je me suis appliquée à moi-même et je suis partie. Femme-enfant, homme-enfant. Voilà, j'ai embarqué toute la famille et on est parti là-bas, et parce que je me disais c'était peut-être le Graal du retail du futur. New York, il y a des tonnes de magasins, et je pensais que j'allais mettre le doigt sur quels sont les ressorts d'un
d'un magasin ou une enseigne de commerce qui se réinvente plus vite qu'une autre. Et donc, pour ça, j'ai visité plein de magasins. Je suis allée rencontrer plein de DRH, de directeurs de l'innovation, de CEO, de grands groupes comme de petits commerçants. Et en fait, donc j'aime bien, j'ai gagné en expérience que j'ai perdu en illusion. C'est pas du tout innovant, les États-Unis, je dois le dire. Ouais. C'est drôle, hein, mais je sais pas quelle est l'image que tu en as. Mais moi, j'ai surtout eu un choc. Je suis allé à New York en février dernier pour enregistrer 3-4 épisodes. Pierre Valade, Ilan Abeacera et des gens que tu connais probablement. Bien sûr, bah oui, c'est ma famille de New York. Voilà, et j'ai enregistré ces épisodes, mais quand j'y suis allé, j'y ai vécu un an, il y a à peine 20 ans. Et en fait, j'ai halluciné sur le nombre de boutiques physiques qui étaient fermées ou qui fermaient. Oui, parce que dans les rues sont pleines de boutiques fermées. Oui, c'est ça. Donc tu vois, j'ai écrit Le magasin n'est pas mort, mais pas loin, quoi. En fait, c'est que effectivement, le visage de New York s'est considérablement modifié. Il y a beaucoup de lieux qui ferment parce que il y a pas d'économie dans ce modèle. Tu vois, il y a le foot traffic décroît beaucoup. En revanche, les loyers donc ça tient pas, ça peut pas tenir durablement. Après, t'as des entrepreneurs hyper malins qui profitent de cette situation, pour réactiver les espaces de commerce, ou t'as Fit House, tu devrais les interviewer, Clem et Ben, ils sont super intelligents, je les adore. Okay. Et Fit House, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont transformé tout un tas de lieux physiques vides qui étaient anciennement des retails en salles de sport. Et comme ils ont réussi à négocier des prix intéressants, ils peuvent mettre une grande partie de l'argent sur les instructeurs qui sont des stars Instagram. Et donc, t'as le super prof de pilates de New York que tu peux avoir en prof de sport pour un abonnement modique. Et c'est un super moyen de réactiver, de redonner vie à ces espaces qui étaient. Ça, c'est très malin. Fit House. Et ils ont un super Instagram. Ils sont présents. Ils viennent Stuart, c'était les créateurs de Stuart, t'imagines. Donc voilà. Okay. Donc ça, c'est vraiment des gens qui observent et qui tirent, tu vois, qui voient le verre à moitié plein et qui profitent de cette transformation du paysage urbain pour proposer des choses nouvelles et des nouvelles expériences. Des belles innovations. Et donc, pour finir, tu fais quoi à New York ? Pourquoi je contacterais Catherine Barba aujourd'hui ? Je n'ai rien à vous vendre. Non, je fais 3 choses. Je fais 3 choses qui m'amusent beaucoup et qui ont beaucoup de liens entre elles. La première, c'est qu'effectivement, donc j'observe tout ce qui a trait à la transformation du commerce. Donc, c'est mon petit MBA à moi. Je te dis, je rencontre des dirigeants de grandes chaînes de magasins, les gens de l'innovation, les gens du digital, et j'essaye de comprendre comment ils se transforment ou pas d'ailleurs. Et tout ce savoir, je le partage avec des boîtes françaises. Donc, je fais plein de conférences. Ça m'amuse. Je fais la Lady Gaga du retail. Ça, c'est ma première activité. Donc, j'observe la transformation numérique du commerce et je la transforme en conférence. Ma deuxième activité, c'est j'investis dans des startups de retail tech, tu vois, moi en direct ou à travers un fonds qui s'appelle Bleu Capital et qui est exceptionnellement intelligent sur Jean-Pierre Chessé, Joseph Sartre, qui investissent dans tout ce qui est autour du retail. Donc voilà, et là un dernier investissement, j'ai investi dans Cargo qui transforme toutes les voitures en magasins. Une petite boîte transparente que tu ouvres avec ton mobile et tu peux acheter avec ton mobile, et dedans tu as des bonbons, des écouteurs. Donc c'est un petit magasin mobile. Pour les marques, c'est de l'exposition, pour le chauffeur, c'est des royalties, et pour le passager, c'est un service supplémentaire. Donc voilà, ça m'occupe pas mal et j'investis, et puis je suis les investissements que j'ai. Reach, et ça c'est ici en France, qui fait de l'influence marketing. Donc voilà, j'ai une dizaine de participations. Et puis ma troisième activité, c'est j'organise des événements. Avant, ça s'appelait le Women in Innovation Forum, mais je me méfie en fait de tout ce qui est très segmentant, tu vois, polarisant dans les relations hommes-femmes. C'est pas du tout l'enjeu. Le sujet, c'est la diversité et c'est l'innovation. Donc ça s'appelait le Women in Innovation Forum. Maintenant, ça s'appelle le Win Forum. J'ai vu ça. Et ça sera la 4e édition cette année. Et l'idée, c'est de mettre, à New York, au mois de mai. Et tous les gens formidables que j'ai rencontrés dans l'année, qui font des choses innovantes, qui sont plutôt des leaders unconventional, tu vois, qui sont différents de ce que tu peux imaginer et qui sont ultra innovants et idéalement qui ont un impact, parce que ça rejoint la question du sens. Je les ai rencontrés, ils m'ont touchée et j'ai envie de les partager sur une scène avec 800 personnes. Donc internationaux, on n'est pas sur du français évidemment. Non, internationaux. Et donc voilà. Et puis voilà, entre
Donc ça, c'est mes 3 activités. Donc mon observatoire sur la transformation numérique du retail, mes investissements et mon événement. Et puis avec ça, je suis administrateur chez Renault et chez Etam. Ah ouais. Et je m'amuse bien. Très bien. Renault, en ce moment, c'est mouvementé. Certes. Alors, je vais parler d'une dernière chose. Et cette fois-ci, je te laisse. Je voudrais parler de Sista. Donc, qui est un appel que vous avez lancé sur différents médias avec Céline Lazorte, Alisa Guri, Mercedes Serra. Tatiana Jama. Exactement. Que je connais tout un petit peu d'ailleurs. Mais oui, c'est la famille, moi aussi. Exactement. Et c'est super. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de femmes investisseurs et le nombre de femmes entrepreneurs. Tu as des chiffres. Moi, je suis pas la passionnariat de la condition de la femme entrepreneur, mais c'est vrai que tu regardes les startups, tu as moins de 15% qui sont dirigées par des femmes. Et quand tu regardes, en fait, les fonds qui sont investis pour booster les startups, c'est genre 7% chez les femmes. C'est pas normal. J'en suis la première victime parce que je cherche à avoir plus de femmes sur ce podcast. Et c'est compliqué. Je vais te faire une liste. Mais c'est compliqué quand même parce que ça demande de prendre un tout petit peu plus de temps. Mais je le prends. Mais vraiment, là avec Sista, t'as une belle brochette. J'ai une belle brochette. Je suis déjà sur Mercedes Serra depuis bien longtemps et puis les autres sont dans la liste. Ils sont super. C'est des femmes super et c'est vrai que l'idée c'est de rendre visibles les initiatives en tant qu'investisseur de ces femmes. J'ai appris une chose que tu sais sûrement déjà depuis longtemps, c'est qu'en fait on n'achète jamais qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Ouais. Si je veux te vendre un truc, je vais faire en sorte de te ressembler le plus vite possible, tu vois, pour que tu te sentes en confiance et que tu veuilles m'acheter des choses. Et s'il y a peu de femmes ici, il y a peu de femmes qui investissent, c'est vrai que les hommes vont avoir tendance, et c'est un biais, et c'est pas volontaire, mais à aller funder des hommes. Donc, il faut plus de femmes investisseurs et on aura comme ça un deal flow plus important de femmes entrepreneurs. Je suis d'accord. Où est-ce qu'on te suit pour finir les meilleurs endroits? Je sais pas, dans New York, dans Central Park, parce que je cours. Je vais te faire flipper. Je vais avoir une armée de gens qui vont te suivre. Non, sur LinkedIn, sur Insta, sur partout. Il y a un réseau social privilégié. Je sais pas. Je suis sur Twitter, voilà, Kat Barba. Je suis sur LinkedIn. J'aime bien, je poste pas souvent des trucs, mais juste quand j'ai des choses à dire. Si on peut te contacter, on passe par ces réseaux. Ouais, LinkedIn, et puis surtout si vous avez des chouettes projets ou si vous avez envie de faire des choses à New York et que je peux vous aider, je serais heureuse de le faire. Merci Catherine. Merci super, de l'invitation. C'était un super moment et je vous remercie à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Un petit épisode d'1 heure, une fois n'est pas coutume. Et surtout n'oubliez pas, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. On va finir là-dessus. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.